Bonjour et ravi de vous retrouver dans ce format numérique de la classe de spécialité. Aujourd'hui, notre chapitre est intitulé « L'histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes ». En effet, vous n'êtes probablement pas sans savoir que la Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique et d'anéantissement qui a davantage touché les populations civiles que militaires. Environ 60% de civils sont morts pendant cette guerre et 40% de militaires. En effet, les totalitarismes, et particulièrement l'Allemagne nazie, adoptent rapidement une politique raciale à partir de 1935, envers les populations juives et tziganes. En 1938, les statuts de Nuremberg renforcent la répression envers ces populations. À terme, les nazis vont mettre en œuvre la solution finale lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942. Cette politique génocidaire, qui est la destruction systématique et planifiée d'un groupe ethnique, va engendrer un bilan humain terrible où le nombre de victimes s'élèvera jusqu'à 9 millions de juifs et de tziganes exterminés par tous les moyens. Camps de concentration, avec énormément de mauvais traitements, des camps d'extermination, avec évidemment le gazage, opérations mobiles des Einsatzgruppen, c'est-à-dire les morts par balle, et enfin les morts prématurées dans les ghettos, comme celui de Varsovie en Pologne. Ainsi, on peut se demander comment ont évolué l'histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes de 1945 à nos jours, comment se diffusent l'histoire et les mémoires de génocide. Allez, c'est parti! Avant de mieux comprendre la mise en place de lieux de mémoire du génocide juif et tzigane, commençons d'abord par rappeler l'évolution mémorielle de ces deux groupes. Le terme de Shoah est hébreu et renvoie au terme Holocauste qu'on trouve dans la Bible. Ces termes désignent les massacres de masse des populations. La construction des mémoires des génocides juifs et tziganes fut très lente. L'historienne Annette Viviorka a évoqué le grand silence pour caractériser la période d'après-guerre. En effet, la mémoire des survivants de la Shoah et du génocide des Tziganes a du mal à s'exprimer car les sociétés européennes ne sont pas prêtes à les entendre. Les pouvoirs politiques, notamment en Europe de l'Est, préfèrent l'oubli, englobant dans le bilan humain les victimes juives parmi les autres populations civiles touchées. En France, le rôle de Pétain dans la collaboration est minimisé. C'est l'objet de la thèse de l'historien français Robert Harron dans son ouvrage « Histoire de Vichy » publié en 1954, qui met en avant le mythe du bouclier et de l'épée, où il explique que le maréchal Pétain a collaboré avec l'Allemagne nazie pour protéger le peuple français, d'où la métaphore du bouclier. À l'inverse, Charles de Gaulle, continuant le combat à l'extérieur, représentait l'épée. Cette théorie est contredite par l'historien américain Robert Paxton en 1973 dans son ouvrage La France de Vichy, 1940-1944, qui prouve source administrative à l'appui que le maréchal Pétain a collaboré de son plein gré. De son côté, Charles de Gaulle va s'efforcer de créer un mythe résistentialiste pour refonder les bases d'une France nouvelle, unie autour des figures des résistants qui sont héroïsés et qui occultent la collaboration. La reconnaissance du génocide a donc été progressive. Il faut attendre le procès Eichmann en 1961 qui aura un retentissement mondial. Ce dernier est capturé par les services secrets israéliens en Argentine et jugé en Israël pour avoir été l'organisateur de la solution finale. Des lieux de mémoire, qui sont des sites, des écrits, des objets symbolisant l'appartenance d'un groupe à son passé, vont alors commencer à apparaître en Europe, comme à Auschwitz ou sur le site du Veldiv à Paris. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'en 1995, que le président Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité de l'État français dans le génocide juif. Intéressons-nous dès lors au génocide des Tziganes. Le porajamos, qui signifie « dévorer » en Roumanie, la langue des Tziganes, est le mot utilisé pour évoquer le génocide tzigane. Les sources sont peu nombreuses sur les modalités de leur extermination. En effet, les Tziganes ont été pris pour cible par l'Allemagne nazie, car ils représentaient dans sa pensée un archaïsme, car en effet les Tziganes sont des nomades. L'émergence de la mémoire du génocide des Tziganes a été encore plus lente que celle de la Shoah. L'Allemagne attend 1982 pour reconnaître sa responsabilité dans leur génocide. En France, les camps d'internement ne sont pas devenus des lieux de mémoire et leur drame est passé sous silence, jusqu'à l'initiative prise par le président François Hollande en 2016 de reconnaître la responsabilité de la France dans l'internement des Tziganes. En Europe de l'Est, les Tziganes sont encore sujets à de nombreuses humiliations et violences. Comme nous avons déjà vu dans une précédente vidéo, le premier tribunal militaire international de l'histoire
fut organisé à Nuremberg, en Allemagne, à partir de 1945, dans le but de juger les anciens criminels nazis. Ce tribunal introduit la notion de crime contre l'humanité et permet de prendre en compte le caractère exceptionnel de l'extermination des Juifs. Le lieu du procès est symbolique, car Nuremberg était la capitale idéologique du Reich où se déroulaient les congrès du parti. Ce procès a aussi un but pédagogique, car pour la première fois dans l'histoire, la procédure est filmée pour que les crimes ne tombent pas dans l'oubli. Notons que les crimes de guerre perpétrés par les Alliés ne sont pas jugés. Dès 1945, on parle ainsi de justice des vainqueurs. De plus, tous les criminels nazis ne seront pas jugés dans l'après-guerre. Certains ont réussi à se cacher en profitant des divisions entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est pendant la guerre froide. Cette dernière étant moins regardante et utilisait par ailleurs les anciens criminels pour déployer sa politique de terreur. La dénazification reste inachevée par manque de volonté politique, malgré la création par l'Allemagne de l'Ouest, en 1958, du service central d'enquête sur les crimes nationaux socialistes pour accélérer les poursuites judiciaires. Enfin, l'action individuelle d'hommes et de femmes, comme Simon Wiesenthal, appelé le chasseur de nazis, ou encore le couple Beate et Serge Klarsfeld, a permis à certains criminels nazis de comparaître devant la justice. Ainsi, certains nazis vont être jugés après-guerre. Leurs procès sont très médiatisés. En 1961, le procès Eichmann en Israël est l'un des plus médiatisés. Il est l'un des premiers procès mondiaux à l'ère naissante de la communication sans frontières, donnant une dimension globale à l'événement. Le procès qui s'est déroulé à Jérusalem est un repère important dans la connaissance de l'extermination des Juifs. Il est à l'origine de ce que l'historienne Annette Viverka annoncera comme étant l'ère du témoin. En effet, il offre le spectacle d'une confrontation contradictoire entre le criminel et la victime. Centré sur un homme seul, il permet de pénétrer la psychologie d'un criminel de masse dont la banalité apparente fait ressurgir l'exceptionnalité du système qui l'a formé et transformé. Il suscite dès lors une vague d'études historiques, philosophiques. On peut d'ailleurs penser à la philosophe Hannah Arendt qui publia dans la foulée en 1963 un ouvrage intitulé Eichmann à Jérusalem, dans lequel elle développe le concept très controversé de banalité du mal. Ces études vont alors contribuer à inscrire la réflexion sur le nazisme et son héritage au cœur de la culture occidentale contemporaine. Plus encore que Nuremberg, le procès Eichmann accorde un rôle majeur à la fois au témoignage et à la scène judiciaire, comme vecteur de mémoire privilégié d'un passé qui se révèle, avec le temps, insurmontable. Les arts ont eu un effet ambigu sur la mémoire des génocides. Comme nous l'avons vu précédemment, en Europe, après la libération, les sociétés ne sont pas prêtes à entendre les rescapés juifs et tziganes. En France, la résistance va faire l'objet de nombreuses commémorations, comme lors de la commémoration par Charles de Gaulle dès novembre 1944 consacrée aux fusillés du Mont Valérien. Ainsi, les arts vont répondre à cette demande politique et sociale de l'époque, c'est-à-dire de fonder une France nouvelle sur les bases du mythe résistentialiste. Cependant, cela a notamment pour effet le développement de la dissimulation du rôle de la collaboration de l'État vichiste et de la complicité de ce dernier dans l'entreprise concentrationnaire et génocidaire nazie. Ainsi, dans le film documentaire Nuit et brouillard du réalisateur français Alain Resnais, sorti en 1956, certaines scènes impliquant la gendarmerie française dans la surveillance des camps vont être censurées à coups de peinture acrylique. Les arts vont ainsi faire émerger la mémoire, mais de manière assez lente. En effet, il faut attendre l'émergence d'un contexte mémoriel favorable au début des années 1970 pour que la mémoire de la Shoah devienne un sujet qui se popularise. Par exemple, le livre intitulé « Si c'est un homme » de l'auteur italien Primo Levi, dans lequel il raconte sa propre expérience et sa survie dans le camp d'Auschwitz, fut publié en 1947 et ne rencontra pas le succès attendu par l'auteur. En effet, sa maison d'édition n'en publia à l'époque que 2500 et il n'en vendit que 1400. Il fallut attendre les années 1980 pour que son ouvrage devint un véritable succès. Avec la diversification des médias, le cinéma et la télévision vont devenir des vecteurs de la diffusion des mémoires. L'image permet de retranscrire le vécu des camps, même si les réalisateurs se posent de multiples questions sur la manière de rendre compte au public d'un sujet aussi délicat que celui de la Shoah.
Ainsi, le film de Steven Spielberg, La liste de Schindler, sorti en salle en 1993, rencontrera à la fois un succès mondial et une critique intransigeante concernant l'éthique. En effet, les critiques reprochent à Spielberg d'avoir dramatisé un événement lui-même dramatique. Spielberg lui-même dira qu'aucun film, dont La liste de Schindler, mais aussi le documentaire Shoah de Claude Lanzmann, ne peut décemment rendre compte de la Shoah. Ainsi, les arts popularisent le sujet et entretiennent la mémoire du génocide. Cependant, selon les détracteurs des œuvres qui ont pour sujet la Shoah, celle-ci ne peut être traitée de façon assez fidèle à la réalité, tellement il est difficile de rendre compte de l'horreur des camps. Concernant l'art traitant de la mémoire des Tziganes, nous avons compris que ce sujet se développait dans l'ombre de celui de la Shoah. En effet, les recherches historiographiques sont bien moindres que celles de la Shoah, ce qui donne l'impression que les données sont peu nombreuses. Évoquons tout de même le film français intitulé Liberté, sorti en 2009 par le réalisateur Tony Gatliff, qui raconte l'histoire d'une famille tzigane qui tente de survivre malgré ses traditions nomades sous la France de Vichy. Ce film rend hommage aux 500 000 tziganes, un chiffre approximatif, déportés dans les camps de concentration et d'extermination. Ainsi, après ce que nous venons d'étudier, nous pouvons conclure que, comme toutes les constructions mémorielles, celles des génocides qui eurent lieu pendant la Seconde Guerre mondiale sont passées par différentes phases. La première étant une période qui refoule la mémoire des différents groupes mémoriels, hormis ceux qui permettent de refonder une certaine légitimité du pouvoir. Ce que nous avons vu à travers l'exemple de l'utilisation du mythe résistentialiste par le général de Gaulle pour refonder une république sur des bases solides. La deuxième étant une période d'affirmation de la mémoire, souvent impulsée par un besoin de justice dans les années 1960. Nous avons vu par exemple l'effet du procès Eichmann qui a conduit à un regain d'intérêt concernant la Shoah. Enfin, la mémoire des génocides est communément reconnue à partir des années 1990. La commémoration devient alors un enjeu social et politique, mais aussi culturel. Voilà, cet épisode de la classe de spécialité arrive à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. À bientôt!